Donc, bonjour, nous sommes désolés pour ces petits soucis techniques, mais nous allons reprendre la main. Donc, merci à toutes et à tous. Bienvenue à ce séminaire sur l'étude des parentés en ligne et sur les enjeux méthodologiques. Donc, comme à notre habitude, nous entendrons deux intervenantes. Donc, la première, c'est Laura Verker, qui est doctorante en sciences de l'information et de la communication, bientôt docteur, puisque Laura va soutenir sa thèse en mars, peut-être qu'elle nous en dira plus, et qui va nous présenter un travail sur la construction genrée du problème public du congé paternité pour une réflexion méthodologique plurielle et relationnelle. Et j'ai oublié de préciser que Laura est également à terre à l'Université Paris 2. Donc, Laura, tu as 45 minutes, on aura un échange de questions. Donc, la parole est à toi. Donc, Laura va partager un diaporama. Et à Paris, donc, nous sommes en hybride, comme vous l'avez compris, en présentiel et donc en ligne. Merci. L'animateur, que tu actives le partage d'écran. Alors, il faut que tu demandes... ça y est, je pense que c'est bon. Ah oui? Non. Est-ce que Justine, tu peux activer le partage d'écran, s'il te plaît? C'est Elena qui est rendue haute maintenant. Malheureusement, je dois vous quitter, mais bon week-end à tout le monde. Alors, je vais essayer. C'est bon normalement? Ah oui, voilà. Alors, attendez. Alors, je vais juste... Normalement, c'est celui-là. Hop. Mince. Voilà. Partager. Vous voyez bien mon écran? Oui, Oui? très bien, merci. Bon, parfait. On va laisser comme ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis techniques. Bon, je commence. Alors, du coup, cette présentation s'intitule Les fabriques du problème public du congé paternité au prisme du genre. Avant de rentrer dans les questions méthodologiques, je vais vous présenter un petit peu le contexte à la fois de cette recherche, mais aussi du problème public en France, puisque peut-être que d'ailleurs au Canada, c'est un petit peu différent. Donc, je vous expose le contexte et puis après, j'entre dans le cœur du sujet. Donc, pour rappel, le congé paternité, en fait, c'est un problème public qui est apparu en novembre 2017, donc peu après les mouvements MeToo, suite notamment à la publication d'une tribune publiée par le magazine Cosette, qui avait réalisé une enquête, puis un plaidoyer pour allonger le congé paternité. Et puis, il y avait elle avait été signée par plusieurs personnalités masculines. Et disons que c'est la publication de cette tribune par le média Cosette qui a lancé le débat dans l'espace public et notamment médiatique. Et donc, mon étude, elle a commencé à partir de là et elle s'est étalée jusqu'en septembre 2020. C'est le moment de l'annonce de l'allongement du congé paternité par le gouvernement et notamment Emmanuel Macron. La loi est effective depuis le 1er juillet 2021. Et en fait, la loi, l'allongement du congé paternité, il faut savoir que il a été, juste la création du congé paternité en France date de 2002. Donc, c'était finalement assez récent. Et l'allongement le congé paternité, la durée du congé paternité était de 11 jours et elle est passée à 28 jours, dont 7 jours obligatoires. Avant, il n'y avait pas de durée obligatoire dans l'allongement, dans le temps, la durée du congé paternité. Donc ça, c'est pour les éléments contextuels relatifs au congé paternité. Et ensuite, du coup, moi, l'idée, c'était de suivre donc l'émergence de ce débat public, puisqu'au début, c'était vraiment tout petit. Il aurait pu finalement se passer pas grand-chose, et peut-être que la thèse aurait été toute différente, mais disons que suite à la publication donc, de cette tribune par le magazine Cosette, finalement, l'espace public s'est progressivement structuré. Et mon enquête a consisté à suivre 3 espaces engagés simultanément, 3 espaces qu'on pourrait qualifier d'entrepreneurs de cause, c'est-à-dire les premiers acteurs qui se sont emparés du sujet et qui ont fait en sorte qu'il devienne un sujet de débat public.
dans les espaces médiatiques, en s'adressant aux politiques pour qu'une loi passe. Il y a trois espaces. Il y a les espaces militants féministes. Donc, j'ai suivi 3 collectifs. Vous avez les petits logos à droite. Donc, il y a Parents et féministes, PAF, donc c'est pour une parentalité féministe, et Congé parentégalité. Et ensuite, il y a un collectif d'hyper, mais en fait, au départ, ils étaient engagés individuellement et puis ils se sont structurés progressivement, notamment autour de l'écriture d'une tribune lors de la fête des pères, mais c'était donc en juin 2020, donc finalement seulement 3 mois avant l'allongement du congé paternité. Donc, je les ai plutôt suivis au départ de façon individuelle. Et puis ensuite, j'ai analysé les représentations médiatiques du débat. Alors, les arguments principaux qui étaient formulés en faveur de l'allongement du congé paternité, il y en avait plusieurs. Le premier, en tout cas, il faisait consensus au sein des 3 espaces, c'était que l'allongement du congé paternité était représentait une lutte pour l'égalité de genre, à la fois dans l'espace domestique, donc pour répartir de façon plus équitable les tâches domestiques, les questions de charge mentale et de soins des enfants. C'était une lutte pour l'égalité de genre aussi dans l'espace professionnel, parce qu'en fait, allonger le congé paternité, c'est permettre aux femmes, enfin, c'est lutter contre les freins à l'embauche, contre l'inégale progression des salaires. Et puis, bon, en plus, là, on le voit bien avec la réforme des retraites, hein, les femmes ont des temps de retrait plus importants de l'espace professionnel et ça peut les précariser ensuite, après, sur le long terme. Donc, l'allongement du congé paternité, c'était repéré comme un moyen d'agir sur ces inégalités de genre-là. Ensuite, il y avait l'espace des pères, insistait sur la question de la place des pères au sein de la famille, là où les espaces féministes, eux, insistaient davantage sur la question des dépressions postpartum. J'y reviendrai, mais c'est vraiment un point commun au sein des espaces féministes, c'est l'expérience d'une dépression postpartum. Et en fait, elles ont associé les enjeux d'allongement du congé paternité au problème de dépression postpartum en soulignant le fait que si le père était plus présent, ou en tout cas le second parent, peu importe la configuration familiale, était plus présent plus longtemps auprès de la mère, ça éviterait justement les dépressions qui correspondent souvent à une fatigue avant tout psychologique et physique qui correspond en fait aux conditions matérielles dans lesquelles on devient mère et on accueille l'enfant. Donc finalement, le congé paternité, ça a été vraiment cadré de façon transversale comme une lutte pour l'égalité femmes-hommes. Et la problématique, une part de la problématique de la thèse, je la présente parce que du coup, la méthodologie, elle est vraiment liée aussi à cette problématique-là. C'est que finalement, en fait, les fabriques du problème public du congé paternité, donc qui a été une cause qui a été construite comme associée à des enjeux d'égalité femmes-hommes, et paradoxalement, elle a reconduit des rapports de pouvoir de genre à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que ce discours et cette lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, du point de vue de la structuration du problème public et aussi de la médiatisation de ce problème public, elle s'est construite de façon très inégalitaire, à la fois sur les plans matériels, j'y reviendrai, et symboliques. Et l'idée, c'est par la présentation de la méthodologie, c'est de montrer comment ces rapports de pouvoir se sont rejoués. Alors, la présentation, elle va se structurer comme ça. Maintenant, je rentre dans le cœur des questions de méthode. Au départ, je vais présenter la méthode de façon plutôt descriptive pour que vous ayez une vue d'ensemble sur la façon dont j'ai procédé. Et puis ensuite, rentrer plus en détail sur la question de la relation entre genre et méthode, et notamment en abordant le premier point qui est une approche composite de genre, et enfin aborder la question de l'approche relationnelle du genre, en tout cas dans cette recherche précisément. Alors, je vous présente vraiment la méthode, comment j'ai procédé de façon très factuelle. Alors, la méthodologie déployée ici, en tout cas dans la thèse, elle est multidimensionnelle. Je m'explique, c'est-à-dire qu'elle mobilise à la fois des entretiens sociologiques, une enquête de terrain, et puis des analyses sémio-discursives sur différents types de corpus que je vais vous présenter et que je vais exposer. Cette méthode, elle s'inscrit dans la théorie des composites de Joëlle Lemarec, donc, qui est une professeure en sciences de l'information et de la communication. La théorie prendra sens au fil de la démonstration.
Et donc l'idée, en tout cas globale, c'est de penser l'hétérogénéité constitutive des objets de recherche et leur contexte à chaque fois précisément, c'est-à-dire de toujours prêter attention de façon continue à la fois au discours, aux représentations, aux pratiques et aux expériences, et surtout d'essayer de penser les relations entre ces différents aspects du social. Et donc, cette méthodologie multidimensionnelle, je l'ai développée via justement ces 3 entrées qui sont les entretiens sociologiques, l'enquête et l'analyse sémiologique sur différents types de corpus. Donc, je présente d'abord l'enquête de terrain. Là, c'est une image, en fait, c'est une capture d'écran qui a été réalisée lors d'une réunion avec une personnalité publique, c'est une députée de La République En Marche, lorsque l'annonce du congé paternité avait été allongée. C'était une députée du Val d'Oise. Et en fait, les militantes n'avaient pas tout le temps d'intervenir. Il faut savoir que ça demande beaucoup de temps en fait de se mobiliser. Et juste, il y en avait qui étaient maman. Enfin, c'était un mercredi d'ailleurs, donc souvent les enfants travaillaient pas et elles pouvaient pas. Et elles m'ont demandé en tout cas d'adopter la casquette de militante. On y reviendra, tout en étant clair en tout cas lors de cet échange avec les députés en disant que j'étais chercheuse, mais j'avais pris le relais et j'avais assisté, donc ça me permettait d'assister à ces échanges avec les politiques. Mais en même temps, j'y participais très concrètement. Alors, du coup, cette enquête de terrain, de façon globale, auprès des entrepreneurs de cause, donc à la fois des pairs engagés et des espaces militants féministes, elle a consisté, elle a été menée donc, dans une posture impliquée. On pourrait revenir dans la discussion sur la dimension éthique ou mon rapport subjectif à l'objet, à l'enquête. Il y avait 2 intérêts principaux. D'une part, c'est déjà de faire tenir les liens sur le long terme, parce que je les ai accompagnés en fait durant 3 années. Donc, au bout d'un moment, on est presque obligé de s'impliquer pour garder les liens avec les personnes. Mais c'est très concret, hein, quand on reste à distance, finalement. Bon, en tout cas, c'est une manière de faire tenir les liens. Et puis, en même temps, d'accéder à une compréhension sensible aussi du sens de leur engagement et puis de leurs pratiques et de leurs activités. Donc, comme une sorte de compréhension sensible du faire militant par le faire scientifique. Alors, très concrètement, ça consistait à quoi cette implication. Alors, du côté, je commençais. Ah non, c'est pas les militantes. Oui, c'est là. Alors, du côté des militantes féministes, hein, c'est-à-dire que j'ai assisté à toutes leurs réunions de travail, à leur domicile privé ou dans des bars. J'ai assisté à leurs événements publics. Elles organisaient des tables rondes ou des ateliers. Donc, j'ai participé à leurs rencontres avec des politiques, on le voit sur l'image ici. Et puis, j'étais aussi intégrée dans leurs discussions WhatsApp quotidiennes en ligne. Concernant les pairs, l'enquête était un petit peu différente, parce que comme je vous le disais, pendant longtemps, ils sont engagés de façon individuelle et plutôt éclatée. Donc, je les ai accompagnés personnellement dans leurs diverses actions réalisées en faveur de l'allongement du congé paternité. Par exemple, j'ai contribué à l'écriture de l'ouvrage d'un père sur l'expérience de son congé paternité en Norvège. Vous le voyez ici, qui s'appelle La barbe et le biberon. Donc, quand je dis contribuer, c'est-à-dire que je l'aidais sur les questions de style ou d'écriture, mais je voulais pas intervenir sur le contenu, qui allait devenir mon objet de recherche aussi. Mais pour moi, c'était une manière de rentrer dans les fabriques de cet ouvrage et d'être intégrée aussi, de suivre les relations en fait de la maison d'édition avec ce père qui me relayait en fait les boucles de mails. Mais dans la perspective d'un problème public, c'était aussi de voir l'implication des maisons d'édition finalement mainstream, puisque là on est sur Marabout, qui ont aussi été un espace de relais de la cause du congé paternité, mais aussi d'une façon assez industrielle, on y reviendra. Donc j'ai assisté à l'écriture de cet ouvrage, mais aussi aux communications publiques et aux interventions en entreprise des pairs. Par exemple, à droite, en fait, c'est une capture d'écran du PDF d'une présentation d'un père dans une entreprise, chronique d'une révolution parentale. C'est vraiment une vraie différence par rapport aux féministes, c'est-à-dire que les pairs se sont engagés en s'adressant particulièrement aux entreprises. Et c'est ça distingue, c'est un des éléments particulièrement différenciants par rapport aux militantes féministes qui se sont plutôt tournées vers les mondes politiques. Là où les pairs ont intégré le monde de l'entreprise, mais ça correspond à leur mode d'engagement et on y reviendra. Et j'ai régulièrement
relancer les pairs, pour avoir des échanges téléphoniques, enfin tout simplement pour me tenir informée de leur trajectoire et l'évolution de leur trajectoire. Parce que pareil, pendant 3 ans, suivre des personnes de façon isolée, ça nécessite aussi un investissement personnel pour faire tenir les liens sur le long terme. Donc ça, c'est pour l'enquête. Ensuite, j'ai réalisé des entretiens donc semi-directifs avec les 24 du coup principaux et principales acteurs mobilisés vraiment initialement dans la cause. Je me suis plutôt concentrée sur l'émergence plutôt que l'institutionnalisation de ce problème public, même si j'ai suivi la généalogie. J'ai investi davantage d'énergie dans la compréhension, en tout cas des processus de construction au départ. Et donc, juste un petit point en tout cas sur l'entretien. Je ne le considère pas comme un dispositif de recueil de discours qui permettrait ensuite d'analyser par le biais d'une analyse discursive ou de contenu leurs propos. Moi, je les considérais plutôt comme des moments définitionnels qui participaient pour les enquêter à mettre en mots et en récit leur expérience par les questions que je posais aussi en tant que chercheuse et les discussions qui en découlaient. Je vous propose une citation de Joël Lemarec et Mélodie Faury à propos de leur conception de l'entretien qui fait écho en fait avec ma manière dont je les ai appréhendés. Quand les enquêtés se racontent à nous, nous sentons bien tout le sens qu'ils et elles construisent parfois dans la situation. Souvent, elles le pensent en même temps qu'elles le pensent et il y a cette joie de faire sens avec quelqu'un d'autre à partir d'un vécu. Donc, c'était vraiment des moments aussi de rencontre assez contingents et qui poussaient les acteurs à mettre aussi, via mes questions, en mots leurs expériences qui parfois elles n'avaient tout simplement jamais racontées, ou en tout cas pas de cette manière-là. Donc il y avait 2 types, finalement j'ai réalisé 2 types d'entretiens. Le premier, c'était un entretien biographique qui me permettait de situer sociologiquement les enquêtés et puis de saisir leur parcours de l'engagement et notamment leur sensibilisation au féminisme. Et en fait, il y a 2 points particulièrement intéressants à relever, et c'est un point commun à l'ensemble des militantes, enfin quasiment toutes, les militantes sont entrées dans le féminisme assez tardivement et via justement l'expérience de la maternité. En fait, elles n'avaient pas d'engagement, elles s'étaient pas engagées auparavant et elles n'avaient pas, par exemple, réalisé d'études en études de genre. Enfin, elles étaient plutôt, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais gender blind. Enfin, c'est vraiment la maternité qui a été vécue comme un moment d'assignation de genre assez fort. Elles le disent pas dans ces termes-là, mais finalement, c'est la façon dont elles le décrivent et qui a marqué leur entrée dans l'engagement et notamment dans le féminisme. Ensuite, il y a un autre point qui est important à retenir, en tout cas pour la suite, c'est que, à part le genre, ces acteurs, ils sont tous blancs, hétérosexuels, ils ont un capital social et culturel relativement important. En revanche, il y a une vraie différence dans les trajectoires professionnelles à la fois des féministes et des pairs, c'est que les pairs ont tous fait des écoles de commerce. Et ça va vraiment, en tout cas, ça explique ensuite leur modalité, leur mode d'engagement et la façon dont ils ont appréhendé, on va dire politiquement, avec des guillemets, la question du congé paternité. Là où les militantes féministes ont toutes fait des études en sciences humaines et sociales. Et ça explique aussi la façon dont ils abordent, après, ils problématisent les enjeux de l'allongement du congé paternité. Et donc, le second entretien, ce sont des entretiens qui étaient centrés sur donc l'expérience de la parentalité. Alors, je l'ai imaginé construit à partir des premières observations de terrain. Je n'avais pas réalisé de grille d'entretien en amont. J'ai attendu de m'immerger sur le terrain. Et notamment, en fait, du constat que finalement, toutes les personnes qui étaient mobilisées, c'était à partir de leur expérience dans la parentalité. Ils avaient tous des jeunes enfants en bas âge, entre 1 et 2 enfants en bas âge. Et il et elle, en fait, qualifiaient toujours ce vécu comme décisif dans leur implication dans la cause. Et c'est pas forcément une évidence parce que j'avais réalisé des entretiens avec une association pour l'allongement du congé paternité dans une entreprise et en fait, la plupart s'engageaient avant d'être parents. Mais là, en tout cas, c'est un point commun à l'ensemble des acteurs engagés. Et donc, j'ai axé le second entretien sur les expériences intimes donc de ces entrepreneurs de cause, en essayant de saisir les passages donc, de leurs vécus intimes à la définition de situations problématiques, à la formulation de collectifs, à leur engagement dans l'espace public sous différentes formes et dans différents lieux. Et là encore, on observe des différences notables entre les espaces féministes et ceux des pairs engagés.
c'est-à-dire que les militantes féministes se sont principalement engagées à partir d'expériences particulièrement douloureuses, et notamment des dépressions postpartum ou des psychoses postpartum. C'est un point commun assez fort, là où finalement les entretiens menés auprès des pairs rapportaient des vécus plutôt heureux, en fait, de leur expérience de la parentalité, et relativement dénués de difficultés. Ce qui m'a d'ailleurs poussée, dans le cadre de l'analyse d'un problème public, de me dire, en fait, on est sur visiblement une forme de problème public sans problème. Alors, qu'est-ce qui justifie cette motivation et en plus cet engagement sur le long terme, puisqu'ils se sont engagés pendant 4 ans. On pourra l'évoquer. Et donc, vraiment, l'idée avec ces entretiens, c'était de comprendre ensuite les cadrages qui étaient proposés, les différents cadrages qui étaient proposés de ce problème public-là. Donc, en suivant des processus discursifs, mais en voyant comment, en fait, ils sont vraiment ancrés dans des expériences aussi empiriques. Donc là, c'est pour la deuxième partie, c'est la partie des entretiens. Ensuite, la dernière partie, c'est le dernier volet de la méthode, c'est l'analyse sémio-discursive sur corpus. Et donc, il y avait 3 types de corpus qui correspondaient, on va dire, à 3 enjeux distincts, mais bien évidemment reliés les uns aux autres, toujours dans cette volonté de comprendre les fabriques genrées de ce problème public-là. Le premier, c'est l'étude des médiations en jeu dans la fabrique des cadrages et dans la constitution des collectifs politiques, notamment féministes. Donc l'idée, c'est de suivre des médiations à un niveau assez ordinaire et au niveau des coulisses de la publicisation de ce problème public. Alors, je vous explique comment j'ai réalisé ce corpus et ce qui m'a permis de faire émerger. En fait, dans les entretiens, de façon exploratoire au début, j'ai demandé s'il y avait certains objets ou productions éditoriales, donc ça pouvait être des films, des podcasts, des ouvrages, des BD, qui les auraient éventuellement poussés à s'engager ou permis de définir leurs expériences, de mettre en mots un vécu. Et en fait, contre toute attente, donc ça a marché que du côté des féministes, pas des pairs, j'ai pas eu des résultats particulièrement significatifs, mais en tout cas, du côté des féministes, j'ai été étonnée puisque, d'une part, elles m'ont cité certains objets, mais de façon vraiment insistante, c'était pas de façon anodine. Et en plus, finalement, c'était des objets partagés, c'est-à-dire que d'un entretien à l'autre, elles m'évoquaient des objets partagés, similaires. Alors, il y a 4 objets particulièrement récurrents qui sont apparus au sein des entretiens. Le premier, c'est un essai en fait de Titou Lecoq qui s'appelle « Libéré, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale ». Il est paru en 2017. Le deuxième, c'était une bande dessinée de l'artiste Emma qui a beaucoup circulé sur la charge mentale, nommée « Un autre regard ». Ensuite, il y avait un podcast d'Arte Radio qui s'appelait Papa Outé, et qui est réalisé par Charlotte Bien-Aimée, et qui évoque la question du congé paternité, mais à la fin, suite à un long récit sur la question des inégalités dans la parentalité. Et donc, une tribune, justement, du PAF, puisqu'au départ, il y avait 3 fondatrices, mais disons qu'il y a les autres militantes, plusieurs sont rentrées dans le collectif par cette tribune qu'elles ont lue et qu'elles ont vraiment définie comme étant particulièrement important dans leur engagement, et qui s'appelait « Pour une parentalité féministe ». C'est paru dans Le Monde en 2018. Donc, en fait, ces objets sont apparus, si on reprend le lexique du CAIR, comme des objets qui comptent, c'est-à-dire qui importent pour les enquêtés, à la fois à des niveaux subjectifs et politiques, puisqu'ils auraient visiblement enclenché des activités interprétatives, sollicité des engagements et participé à la formation de collectifs et d'un commun, enfin, au sein de ces collectifs. Donc, j'ai appréhendé ces objets comme une manière d'entrer dans l'univers de signification des militantes et de saisir les cadres interprétatifs qu'elles ont édifiés collectivement autour des enjeux du congé politique de la maternité et par extension du congé paternité. Donc, en d'autres termes, en fait, essayer de comprendre ce qui reliait sémiotiquement ces objets, ce qu'ils avaient en commun. En fait, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'il y a un lexique commun que j'ai analysé, il y a un langage commun, et globalement, on est sur des récits de femmes très concrets, très empiriques, avec un female gaze, on pourrait dire. Et donc, il y a une manière commune, en tout cas, de raconter des expériences de femmes entre ces 3 objets, quand bien même ils ont des matérialités très différentes. Et donc, comprendre ce qui reliait ces objets, sur le plan sémiotique, c'était une manière pour moi d'appréhender ce qui reliait aussi les militantes entre elles et de comprendre un commun de ces collectifs. Donc ça, et donc bien évidemment, in fine, c'est de suivre des processus de politisation d'expériences intimes. Donc ça, c'est pour le premier corpus. Le second corpus,
visait à donc, suivre les modes de mobilisation et d'apparition des acteurs dans l'espace public. Donc, j'ai été comme ça au fil de l'enquête. C'est des objets que j'ai toujours... le point commun, c'est l'enquête qui est fil rouge, et qui est le fil rouge et qui donne un socle et aussi une cohérence à tous ces objets qui sont recueillis. Donc, je suis dans une démarche résolument pragmatique, vous l'aurez compris. Donc, j'ai étudié les divers objets éditoriaux par lesquels les acteurs mobilisés se sont mobilisés. Donc, il y a des ouvrages, il y a des tribunes, il y a des blogs, il y a des campagnes sur les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire tout ce par quoi ils se mobilisent, ils prennent la parole, ils se donnent à voir et à lire au sein de différentes scènes publiques. Et donc, je considérais ces objets comme des formes de positionnement énonciatif des acteurs, des façons de se positionner dans l'espace public. C'est signifiant d'écrire un ouvrage ou d'écrire une tribune. Et l'idée, c'était de dire que ces formes d'énonciation, elles manifestaient possiblement de manière genrée de s'engager et d'apparaître dans l'espace public. Alors du coup, le dernier point, j'insiste moins dessus parce que l'idée... Ah oui, alors je vous montre quand même, je décris un petit peu. Donc là, c'est les objets par lesquels se sont plutôt mobilisés les pairs, c'est-à-dire que par des blogs. C'est un point commun, ils ont presque tous des blogs, et à partir des blogs, ils ont écrit des ouvrages. Donc on s'inscrit aussi dans une économie de l'écrit, ça faisait partie de leur trajectoire de l'engagement, et notamment aussi par du coaching en parentalité dans les entreprises. Ou de conseils en égalité femmes-hommes. Par la suite, il y avait, on va dire, une triple image de ces pairs. C'était à la fois des pairs investis, des pairs engagés, puisque pour l'égalité, et en plus, il y avait un ethos d'expertise au fur et à mesure qui s'est construit par leur engagement. Les militantes féministes, on est plutôt sur... Il y a un vrai travail au niveau des coulisses. Il n'y a vraiment pas... L'investissement, il n'est pas uniquement mis du côté de la lutte pour la visibilité médiatique, par exemple. Il y a des clubs de lecture, il y a des réunions entre parents, et puis il y a des groupes de parole, notamment autour des questions du postpartum. Donc là, je vous ai mis des captures d'écran qui annoncent en tout cas les événements qu'ils avaient organisés. Et ensuite, le troisième corpus, c'est un corpus médiatique qui regroupe plutôt les médias dits traditionnels ou mainstream, c'est-à-dire la presse généraliste et puis la presse féminine. Donc, c'est les principaux médias qui ont pris la parole, en tout cas qui ont porté le sujet dans l'espace médiatique. Ce corpus regroupe des extraits de la télévision, de la radio nationale, la presse écrite et les magazines féminins. Et l'idée, en tout cas, c'était de mettre en regard ce corpus-là avec les mobilisations et puis d'identifier justement qu'est-ce qui parvient à accéder l'espace médiatique ou pas, le fait justement d'avoir aussi une vue dans les coulisses, de voir ce qui réussissait à pénétrer ce champ du visible dit, on va dire, hégémonique, du point de vue de la visibilité que ça offre, ou non. Je reviens moins sur les détails sur ce corpus-là, mais... On pourra en discuter notamment sur la façon dont je l'ai constitué, puisque je ne suis pas passée par des logiciels Europress. En fait, je voyais que ça a invisibilisé une grande part du corpus que paradoxalement, je recueillais sur le terrain, dans les discussions entre militants ou dans les revues de presse qu'eux-mêmes faisaient du sujet. Il y avait des angles morts comme ça. Et j'ai préféré en fait rester sur un corpus médiatique recueilli dans l'enquête, puisque comme ça je restais sur une forme de cohérence, et en même temps ça me permettait d'interroger vraiment la façon dont le médiatique travaillait les militants, les intéressait, les affectait ou pas, mais toujours d'un point de vue du coup empirique, et je faisais pas des sauts entre un logiciel et ce que je pouvais observer dans l'enquête, mais on pourra en rediscuter. Du coup, vraiment, l'idée, en tout cas, de façon générale, donc là, c'est vrai que j'ai un regard plutôt en sciences de l'information et de la communication, mais c'était moins d'étudier en détail un dispositif, par exemple, une plateforme numérique ou un média en particulier, ou un matériau, disons, le discours ou les représentations, mais vraiment de penser les articulations entre tous ces éléments hétérogènes pour rendre compte, en fait, de dynamiques plus globales qui sont les fabriques du problème public du congé paternité. Et en fait, la question du genre, que je pose de façon à la fois méthodologique et théorique, en fait, elle traverse tous ces corpus que je vous ai présentés là. Et donc, la question qui va suivre, et qui donc relie là, directement au séminaire aussi,
c'est donc comment en fait se révèlent ces dynamiques de genre qui structurent les fabriques de ce problème public et donc comment les faire émerger et les rendre évidents par la méthode de recherche. Donc avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais rapidement préciser la façon dont j'appréhende le genre dans ce travail et je le mobilise. Donc, en général, en psych, mais pas toujours, hein, bien évidemment, mais les études de genre en psych, elles se sont principalement structurées autour de thématiques et d'objets dits communicationnels, donc les marques, les dispositifs numériques, les médias, le journalisme, en vue de révéler les normes de genre qui façonnent donc ces dispositifs, notamment en identifiant les traits définitoires du masculin, du féminin et au-delà, si on sort d'une logique binaire du genre. Et donc, comme je viens de le dire dans cette recherche, l'idée, c'est de moins analyser un dispositif médiatique en détail, par exemple, ou un aspect précis du réel qui serait l'aspect discursif. C'est vraiment de penser les liens, les articulations et les unités entre des éléments en apparence très disparates, et toujours en se demandant, mais dans quelle dynamique plus large ça s'inscrit. Donc ici, les fabriques genrées du problème public. Et donc, je questionne comment le genre peut s'exprimer potentiellement à une pluralité de niveaux dans mon terrain, autour de visions politiques situées des acteurs qui vont se refléter ensuite dans leurs pratiques, leurs discours, leur manière de se présenter et de se donner à voir. Donc finalement, le genre, il est plutôt appréhendé vraiment comme un prisme de lecture très transversal des fabriques de ce problème public, plus que comme un objet d'étude en soi, impliquant donc après un travail précis sur les normes de genre. Bien évidemment, et donc en travaillant sur des aspects du réel a priori non genrés, ou en tout cas qui ne se disent pas explicitement comme genrés. Bien évidemment, j'interroge quand même la question des parentalités, des représentations des normes de la parentalité, la question des nouveaux pères, du postpartum. C'est présent, mais disons que mon attention, elle n'est pas focalisée uniquement sur cet aspect-là, dans le problème public du congé paternité, puisqu'en fait, c'est un aspect parmi d'autres, cette question de la représentation des rôles parentaux dans le problème public. Donc, en tout cas, voilà, on va dire que le genre, il est mobilisé à 3 niveaux dans ma thèse. C'est un prisme d'analyse, plus qu'un objet d'étude, même si ça l'est, mais c'est quand même plus surplombant que ça. C'est un outil critique pour déconstruire des rapports de pouvoir et notamment comment s'organisent les relations après entre ces 3 espaces que je vous ai présentés, les espaces de mobilisation féministe, ceux des pairs et ceux des médias. Et puis pour moi, c'est une façon de donner du sens et de la cohérence à ce terrain d'étude qui est finalement très hétérogène. Ça permet de le rendre lisible. Mais je vais expliquer comment et pourquoi. Donc le prochain point, c'est le genre, donc une approche composite. Je m'explique. Donc en fait, sur le terrain, au niveau des mobilisations, mais vous l'avez déjà pressenti avec les exemples que je vous ai montrés, c'est qu'il y a des différences finalement importantes entre les acteurs au niveau de leurs expériences qui les ont conduits à se mobiliser, dans leur façon de se mobiliser, dans leur façon d'apparaître dans l'espace public, de se lier ou non aux médias mainstream. Et donc le genre, justement, a permis progressivement de donner de l'intelligibilité à ces expériences et à ces différences observées sur le terrain. Ma démarche, elle a donc consisté en fait à identifier des effets de résonance au prisme du genre au sein des espaces étudiés, entre ces différents niveaux, entre les façons de s'engager et d'apparaître des acteurs, entre leur manière de faire groupe, leur manière de penser le politique, de se lier ou non aux arènes institutionnelles et principalement médiatiques. Et en fait, comme ça, de faire émerger des continuums, des continuités entre ces différents niveaux du social que j'ai appelés des cohérences continuités de genre. Mais je vais donner des exemples pour illustrer tout ça. Alors, pourquoi cohérence? Parce qu'en fait, finalement, tous ces aspects, reliés les uns aux autres, m'ont permis justement de dessiner des espaces cohérents d'études entre les espaces militants féministes et les espaces des pairs. C'est-à-dire que c'est pas que parce qu'il y avait pairs engagés et militantes féministes, mais c'est vraiment aussi parce qu'il y avait des différences notables et cohérentes entre ces espaces qui permettaient de les distinguer clairement. Alors, si je donne on l'a là, par exemple, pour montrer les univers. En fait, pour vous montrer la cohérence de genre qui peut se dessiner entre ces différents univers, entre les différents niveaux qui sont interrogés. Les pairs, donc comme je vous disais, on est plutôt sur des expériences positives de la parentalité,
qui découlent sur des argumentaires qui insistent davantage sur la question de la place de père dans la famille, avec des engagements qui sont particulièrement liés à des activités professionnelles. On est sur des engagements plutôt individuels et rémunérés, rétribués. Leurs modes d'apparition dans l'espace public, ils sont plutôt personnalisés, c'est-à-dire qu'ils se mettent en scène, ils exposent leur intimité. Et on note une recherche de la visibilité, en tout cas dans les médias mainstream ou dans les espaces éditoriaux particulièrement importants. Donc tous ces espaces, les représentations, les discours, les expériences, les pratiques, les manières de s'engager, finalement, je trouvais qu'il y avait une forme de cohérence qui se dessinait à chaque fois à tous les niveaux dans leur façon de faire et de s'impliquer. Et si on regarde du côté de l'espace féministe, on est sur des expériences particulièrement douloureuses. D'ailleurs, elles ont insisté sur l'aspect du congé paternité comme aussi un problème de santé publique. Donc, du coup, elles insistent sur cet aspect-là ensuite dans leur argumentaire. Elles, contrairement au père, elles ne s'engagent pas de façon individuelle, mais collective. Elles mettent peu, même pas en avant, en fait, leur expérience intime sur la scène publique. Et elles, du coup, elles s'engagent de façon relativement dépersonnalisée. En fait, on voit presque jamais leur visage. Et du coup, ça fait particulièrement contraste avec ce qu'on peut voir au-dessus. Elles s'engagent donc de façon militante, collective, associative, donc pas du tout de façon rétribuée. Et donc, en fait, tout ça cumulé, ça permet de faire émerger des univers cohérents et qui, dans cette mise en relation, qui fait quand même émerger des dynamiques de genre particulièrement importantes. Quand on les met en lien et on montre comment tout ça s'articule de façon assez cumulative. Et aussi, un autre point important, c'est que le rapport aux médias est aussi différent. La recherche de la visibilité médiatique n'est pas aussi importante et ne se joue pas de la même manière. Elles essaient de faire circuler des tribunes, mais au-delà de ça, il n'y a pas eu le même effort et le même investissement pour la visibilité médiatique. Donc, mis bout à bout, voilà, toutes ces dimensions du social, elles dessinent des espaces cohérents qui peuvent être lus, en tout cas, au prisme du genre. Donc ça, c'est pour la question de la continuité, mais il y a un autre point qui a été aussi intéressant, c'est qu'en liant tous ces niveaux, parfois, il y a aussi des effets de rupture comme ça qui ont émergé, et particulièrement signifiants du point de vue des rapports de pouvoir. Je m'explique. C'est-à-dire que le fait d'étudier tous ces aspects, parfois, j'ai pu identifier des décalages, notamment entre les discours et les pratiques, entre leurs discours et les conditions de production de ces discours-là, ou entre leur positionnement énonciatif et leur manière concrète de s'engager. Et en fait, tous ces écarts-là m'a permis d'identifier des rapports de pouvoir de genre qui m'ont permis d'être particulièrement attentive et aussi de mobiliser un esprit critique par rapport aux discours et aux représentations, notamment des pairs, qui étaient proposés. J'explique encore. La majorité des pairs, en fait, qui sont engagés, ils sont aussi engagés pour l'égalité femmes-hommes. Certains se disent pro-féministes, pas tous enfin, tout le monde ne prend pas à leur compte l'étiquette féministe, mais en tout cas, ils s'engagent pour l'égalité femmes-hommes. Et il y a plusieurs représentations. Alors là, c'est stéréotypé, mais on a aussi des circulations de photos d'hommes investis dans les tâches domestiques, etc. Et en fait, l'idée, c'était que si on déconnectait ces représentations et ces discours de leurs conditions de production, on voit bien qu'en fait, ces discours, ils alimentent des entreprises, ils alimentent des modes de capitalisation, en fait, très forts, individuels. Et la mise en rapport, en fait, de ces discours avec leurs conditions de production, ça permet d'opérer aussi un recul critique et prendre de la distance par rapport à des représentations qui peuvent peut-être susciter l'enthousiasme ou on peut y voir un effet de nouveauté. Là où quand on associe tous ces niveaux, on voit aussi, ça permet de prendre un recul critique et de voir plutôt des dynamiques de reproduction aussi de rapports de pouvoir. Aussi, hein, si on met en lumière ces discours-là et par exemple celui des militantes féministes sur la question des dépressions postpartum, in fine, en fait, dans l'espace médiatique, c'est le discours des nouveaux pères qui a été plus audible, qui a été plus accueilli que les discours des dépressions postpartum. Donc encore une fois, quand bien même ce discours des nouveaux pères, il est lié, il est associé à des enjeux d'égalité femmes-hommes, au final, dans l'espace public, il participe à invisibiliser des discours portés par des militantes féministes sur leur dépression postpartum. Donc, enfin voilà, c'est une proposition, c'est quand on articule tous ces niveaux, ça permet de nuancer et de prendre du recul par rapport à des discours qui sont qui prônent en tout cas des enjeux d'égalité.
Et donc, pour moi, cette approche, elle peut fonctionner comme un outil aussi critique et en tout cas une forme d'attention qui va en tout cas dans les détails et qui permet de révéler de façon plus claire et plus forte les enjeux de genre qui se jouent, mais du point de vue du genre en tant que rapport de pouvoir de genre. Alors, une autre façon de révéler, en fait, de rendre plus évidentes les logiques de genre qui structurent les fabriques de ce problème public, ça a été justement de développer cette approche relationnelle du genre. Je vous explique. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. Oui, ça va aller. Ah ouais. Alors, donc, je l'ai montré hein, jusqu'ici, mais donc pour suivre ces fabriques du problème public du congé paternité, j'ai suivi différents espaces. Enfin, j'ai suivi ces fabriques à partir de différents espaces. Et donc, j'ai toujours eu ce double regard. J'ai navigué entre les espaces militants féministes, ceux des pairs, et les espaces médiatiques. Et donc des espaces qui sont habités, occupés, alors je ne l'ai pas dit, mais les espaces militants féministes, ils sont principalement occupés par des femmes, habités par des femmes. Il y a quelques hommes féministes, en tout cas impliqués dans les mouvements féministes, on pourrait y revenir, mais c'est principalement des femmes. Donc j'ai mis en rapport ces espaces qui sont occupés d'un côté par des hommes et de l'autre côté par des femmes, à partir de vécus distincts de la parentalité, des vécus de la maternité, de la paternité, très différents, et qui donc s'engagent de façon distincte et à partir de visions différenciées du problème de l'allongement du congé paternité. D'un côté, on insiste plutôt sur la question des places du père, et de l'autre côté, sur les questions d'inégalité et des pressions postpartum. Et en fait, en mettant en regard ces deux espaces de mobilisation autour d'une même cause, qui est l'allongement du congé paternité, les dynamiques de genre, elles se sont progressivement révélées, mais de façon contextuelle et contingente. C'est-à-dire que je ne les avais pas programmées à l'avance. Je ne me suis pas dit, je vais aller traquer les logiques de genre dans la construction de ce problème public. C'est au fur et à mesure de l'édification, et notamment en fait des rapports de pouvoir que j'ai pu voir se nicher, notamment au niveau matériel, comme je vous disais, entre d'un côté un engagement associatif, non lucratif, de l'autre côté des logiques de capitalisation, ou d'un côté des récits qui sont visibilisés l'autre non, et bien en fait les logiques de genre se sont révélées comme ça, mais en tant que rapport de pouvoir, vraiment au sens de Joan Scott. Et donc en fait l'idée c'est que je considère pas la dimension genrée, on va dire des pratiques, des éléments de langage ou des signes comme intrinsèques aux objets ou aux réalités étudiées, mais elles se révèlent en contexte, en fonction du contexte donc dans lequel elle s'inscrit, dans la manière dont là tous les éléments s'organisent. Donc, ma démarche, elle cherche à éviter justement de prélever dans le terrain ou dans le corpus qui pourraient être considérés en soi comme des marqueurs typiques de masculin ou féminin, mais vraiment de prendre en compte le contexte et la façon dont là s'organise mon objet de recherche. Et donc, précisément, c'est vraiment l'idée de ne pas traquer a priori ce que seraient des expressions des différences sexuées ou sexuelles selon des catégories que j'aurais définies en amont de l'observation, mais de reconnaître les manifestations du genre sur le terrain en contexte. Alors, je vous donne un exemple, mais en fait, il y a plusieurs formes, plusieurs pratiques qui auraient pu aisément être estampillées comme viriles ou non viriles, féminine, toujours dur, il n'y a pas d'équivalent entre viril, féminin, voilà. Mais qui finalement, en fait, rattaché à un contexte plus large, c'est-à-dire, en fait, on est dans des logiques de capitalisation, les interprétations du genre, elles changent d'orientation, puisqu'en fait, j'y vois des rapports de pouvoir. Mais je vous explique, je vous donne un exemple. Par exemple, je vais y arriver après. Mais si on s'intéresse en tout cas au répertoire d'action, à la fois des militantes féministes et des pairs, il n'y a pas en soi des répertoires d'action qui sont masculins ou féminins. Par exemple, les associations féministes, elles ont eu particulièrement recours à des formes d'expression que Nancy Fraser qualifie de viriles, c'est-à-dire des textes, argumentation, rhétorique, c'est des tribunes. Donc en fait, tribunes, c'est des formes d'argumentation très rationnelles qui, dans la critique, par exemple, de Nancy Fraser de l'espace public, elle pointe ces formes d'expression comme des formes d'expression viriles. Et de l'autre côté, on a des hommes qui investissent le champ des récits intimes de soi, en tout cas dans l'espace public, qui racontent leur intimité. Donc, a priori, il n'y a pas des expressions, il pourrait y avoir une forme d'inversement, en tout cas dans les formes d'expression.
Mais en fait, quand on creuse un peu, et justement quand on contextualise ces formes de récits, on voit bien que ces récits intimes de soi, elles sont intégrées à des projets éditoriaux, c'est des discours qui leur permettent de justifier des créations d'entreprises, etc. Donc en fait, on rentre dans des logiques de capitalisation, enfin là, économique, très concrètes. Et donc en fait, on est dans des rapports de pouvoir de genre par rapport à des modes militants féministes. Et encore une fois, si on va voir dans les coulisses, les militantes féministes, par exemple, elles abandonnent pas ce mode d'expression, mais c'est des modes d'expression qui restent dans des espaces intimes, dans les coulisses. C'est dans les espaces et les groupes de parole. Donc, on n'est pas, en tout cas, on n'est pas dans des récits de soi qui sont liés à des logiques marchandes de visibilité médiatique. Mais en tout cas, de prime abord, si on prend de façon intrinsèque les types d'expression, on pourrait dire récit de soi, c'est des formes de sociabilité, enfin les formes de sociabilité féminine, ça renvoie à des formes de sociabilité féminine où on partage nos expériences intimes, on est davantage invité à être sociabilisé de cette façon-là. Et les formes rhétoriques, argumentatives étaient plutôt investies. Et là, en fait, il y a un inversement, mais si on les intègre dans des logiques plus larges, des logiques de genre, elles sont pas forcément là, en tout cas, où on les attend. Ça correspond pas à une logique d'étiquetage comme ça, si mécanique. Donc, c'est un petit peu l'idée de cette démarche relationnelle, c'est d'éviter ces effets d'étiquetage a priori et de vraiment de penser là dans mon contexte et dans mon objet de recherche. Il n'y a pas des formes énonciatives qui seraient a priori ou intrinsèquement masculines ou féminines ou viriles, mais c'est plutôt de toujours se poser la question en quoi ces formes, en quoi ces pratiques, en quoi ces représentations, elles alimentent ou non des rapports de pouvoir. En tout cas, moi, ça a été mon curseur pour identifier les dynamiques de genre. Ça a été je suis rentrée dans ce sujet-là de cette façon-là. Mais je donne un autre exemple. Par exemple, si on prend leur type d'engagement, d'un côté, on a un engagement plutôt entrepreneurial. D'ailleurs, on pourrait questionner la notion d'engagement. Et de l'autre côté, on a un engagement militant, plutôt traditionnel, des associations, des collectifs militants. Et pareil, le militantisme, enfin, ces deux formes, ces deux répertoires d'engagement, ils ne sont pas en soi genrés. Le militantisme, voilà, toutes les recherches sur les questions militantes, on a bien vu en quoi il y a des rapports de pouvoir qui peuvent se rejouer dans la répartition des tâches militantes. Il y a aussi des mythes virils très forts dans les imaginaires qu'on peut avoir de la lutte militante. Et de la même façon, les recherches qui ont été menées sur la question de l'articulation entre entreprise et parentalité, c'est notamment les recherches de Julie Landau. En fait, c'est particulièrement des femmes, normalement, qui intègrent ce créneau-là. Il y a tout un mouvement de mompreneuses qui a émergé en 2012. Je vous montre, on l'a là, par exemple, et à côté, là, c'est les pères qui créent leur entreprise. Donc pareil, là, dans ces formes-là, mais du coup, on est sur des logiques d'appropriation et aussi de réappropriation. On pourrait revenir par les pairs de codes féminins, ou en tout cas de codes dits féministes pour aussi voilà, s'intégrer dans tout cet écosystème de lutte pour l'égalité femmes-hommes. Mais voilà, encore une fois, on est sur des engagements qui ne sont pas a priori genrés, mais pour moi, ma manière de voir des logiques de genre, ça a été d'identifier des logiques de rapport de pouvoir de genre. Et dans l'activité entrepreneuriale, on pourrait dire qu'on est dans un engagement, on retrouve la dichotomie travail productif, travail reproductif, avec les pairs qui finalement, leur mode d'engagement s'engage dans des activités plutôt productives, donc visibles, rémunérées, liées aux médiatiques, valorisées. Là où les militantes féministes, en tout cas le militantisme mis en rapport avec l'activité entrepreneuriale, on est sur des activités plutôt dites reproductives, c'est-à-dire non rémunérées, moins valorisées, plutôt collectives, donc elles ne se mettent pas en avant. Et puis aussi avec tout un travail qui n'est pas valorisé publiquement, puisque l'idée même, c'est de rester discret quand on fait des groupes de parole, enfin, c'est de cultiver cette discrétion. Donc on n'est pas sur des activités visibles, qui n'ont pas vocation à être visibles. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, l'idée, c'était à la fois de montrer comment cette théorie, en tout cas des composites, permet d'avoir une approche peut-être plus critique, ou en tout cas d'avoir une vision plus globale qui permet
en tout cas de rendre plus plein les dynamiques de genre, puisqu'en fait, c'est pas que au niveau des représentations, ça va plus loin, c'est imbriqué, c'est cumulatif, et c'est ça qui fait que les fabriques genrées, enfin que le modèle de reproduction est encore plus fort, parce qu'on le voit à tous les niveaux finalement, de l'engagement, que des expériences jusqu'au discours et jusqu'aux pratiques et aux manières de faire collectif. Et voilà. Bon, je m'arrête là. Oui. Alors, attends. Mince. Merci beaucoup. Il faudrait juste utiliser un micro dans votre salle. J'essaie juste de le rouvrir. Je coupe mon... Je vais arrêter le partage. Ah, voilà. Merci beaucoup. Je vais me déplacer. Merci beaucoup Laura pour ta présentation. Donc est-ce qu'on a des questions soit en ligne, soit en présentiel? En présentiel, si vous en avez, je te laisse vous déplacer. Alors, je ne vois pas de main se lever. Donc, du coup, je vais commencer par poser la première question. Laura, donc, je pas mes questions sous la main, mais de mémoire. Je voudrais, s'il te plaît, il y a quelque chose qui m'a échappé ou j'ai peut-être décroché, je ne sais pas ce qui s'est passé. Sur les entretiens que tu as eus, est-ce que les hommes que tu as interrogés et les femmes que tu as interrogées sont des personnes en couple ou ça n'a rien à voir? Et est-ce que tu as interrogé des gens en couple, Ah. le cas échéant? Mm. Et aussi la question de l'hétérosexualité, est-ce que c'était que des personnes hétérosexuelles? Alors oui, c'est que des personnes en couple. D'ailleurs, il existe des collectifs féministes de femmes seules. Là, c'est vraiment c'est des personnes en couple. C'est lié aussi au type de cause dans lequel ils s'investissent, le type de configuration En familiale. couple hétérosexuel. Hétérosexuel, oui. D'ailleurs, ça a été une critique qui... en tout cas, ça a été des enjeux de discussion au sein des collectifs. C'était comment nommer la lutte. Est-ce qu'on nomme ça congé, lutte pour le congé paternité, l'allongement du congé paternité ou lutte pour l'allongement du congé second parent? Alors finalement, ils ont opté pour... les militantes féministes, elles ont utilisé les deux appellations. Les groupes de pairs uniquement l'appellation congé paternité. Mais disons que pour des logiques plus stratégiques d'audibilité dans l'espace public, d'audibilité auprès des politiques, elles ont souvent opté pour l'allongement du congé paternité. Mais j'ai quand même vu aussi une progression dans leur lexique entre le début de leur engagement et la fin de leur engagement. Voilà, progressivement, elles ont aussi vraiment essayé d'imposer l'allongement second parent. Mais on est sur des configurations familiales hétérosexuelles. Et alors, j'ai pas réalisé d'entretien en couple. Enfin, en tout cas, j'ai pas réalisé d'entretien auprès du conjoint, du coup, ou de la conjointe. J'y ai pensé, mais ça faisait beaucoup. Comme j'interrogeais davantage les logiques de mobilisation plutôt que la question de leur pratique parentale, j'ai moins insisté là-dessus. Mais j'ai souvent rencontré le conjoint ou la conjointe dans les entretiens. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille sur certains points, mais ça m'est arrivé de faire un entretien dans un salon et puis le conjoint il rentre des courses et puis il s'installe et donc finalement il y a des discussions un petit peu croisées. Donc mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait c'est des engagements, en tout cas pour les femmes, mais aussi pour les pères, c'est des engagements très individuels. Enfin, c'était leur espace. Ils ont peu impliqué leur conjoint dans leur engagement politique. Alors du coup, je suppose que, c'est ce que j'ai compris, c'est que c'était souvent leur conjoint qui gardait les enfants. Ça leur permettait de se mobiliser. Parce que, en fait, d'ailleurs, je pense que ça fait partie aussi du fait que les questions de maternité
en plus, il y a l'histoire du féminisme, mais ont émergé tardivement, en fait, dans l'espace des revendications féministes, c'est que aussi, matériellement, souvent, les femmes qui deviennent mères, c'est un temps de retrait du militantisme, parce qu'articuler et militantisme et activité professionnelle et leur investissement parental, c'est souvent très compliqué. Donc, c'est aussi nouveau de voir des femmes jeunes mères, en tout cas avec des enfants en bas âge, s'engager. Mais oui, on est dans un cas très hétéronormé, en tout cas du point de vue du problème public et des revendications. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en ai encore une. Du coup, est-ce que tu t'es intéressée à la trajectoire? Parce qu'en fait, Ouais. tu observes que, notamment chez les femmes, si je me souviens, donc elles se mettent au militantisme après le fait d'être mère. Ouais. Et à la fois, ça veut dire quoi? Parce que du coup, ça veut dire qu'elles-mêmes, elles réalisent qu'au sein de leur couple, le père ne serait pas impliqué comme elles l'auraient attendu. Sauf qu'à la fois, tu dis que pour leur militantisme, le père les laisse finalement pratiquer leur militantisme en s'occupant des enfants pendant qu'elles vont imiter. Alors, comment elles se situent par rapport à ça? Oui. Comment elles se positionnent à la fois finalement dans leur couple et à la fois... Oui. Enfin, c'est toujours le décalage entre le dire et le faire, mais comment entre l'expérience et puis la théorie, et puis comment tu as interrogé ça? Oui. Bah, bon, je pense que certaines, il y avait déjà eu... alors, visiblement, la plupart, elles vivaient déjà en couple avant d'avoir des enfants. Donc, il y avait déjà des questionnements quand même qui émergeaient autour de cette question des inégalités. Après, c'est les études aussi qui le montrent, c'est que l'arrivée d'un enfant, ça augmente... Enfin, ça creuse les inégalités. C'est-à-dire que s'il y a déjà une inégalité dans la répartition des tâches, le fait de prendre en soin... Enfin, l'arrivée des enfants... en fait, les tâches se démultiplient, donc ça creuse les inégalités. Donc là, d'une part, je pense que ça les a juste... elles ont été confrontées à ça de façon beaucoup plus frontale. Et puis, il y a aussi l'aspect professionnel. En revanche, là, ça arrivait avec la maternité. C'est quand même des femmes qui ont fait des études, qui ont... Donc, jusqu'ici, visiblement, elles n'avaient pas eu de soucis dans leur... Enfin, elles n'avaient pas pensé le frein... le fait d'être une femme dans leur parcours professionnel. Et l'arrivée de la maternité, pour certaines, ça les a aussi confrontées à ça, là où elles ne l'avaient pas été jusque-là. Donc, en fait, il y a ces deux espaces. Et la dépression postpartum. Enfin, il y en a certaines qui ont vraiment fait des dépressions, et là, c'est encore au-delà de la question de la répartition des tâches, elles ont vécu un moment... On a une question, on va commencer par Chantal, et puis après, Léna. On vous écoute, Chantal. Parfait, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, c'était tout à fait passionnant. J'aurais une question concernant les termes en fait que vous utilisez pour parler donc en fait ce que vous avez dit, vous avez parlé des entrepreneurs de cause, donc vous utilisez l'expression père engagé et mère militante. En fait, je suis curieuse de savoir parce que pour moi, ces pères sont aussi des pères militants, même si leur action, même si finalement en découle une certaine capitalisation. Et ces femmes-là sont aussi engagées. Donc, comment vous avez peut-être me parler un petit peu plus de la différence entre ces termes et pourquoi vous avez décidé de qualifier les pères et les mères de façon différenciée. Oui. D'ailleurs, en plus, j'ai eu tout un moment où je me suis dit, est-ce que je m'ai engagée entre guillemets ou pas? Finalement, je ne l'ai pas mis. Alors, il y a les travaux d'Alban Jacquemart, d'ailleurs, qui il a son introduction ainsi justement sur la façon dont on nomme militant ou pas militant. Mais disons que bon, ce qui a fait la différence, c'est justement le fait que les pères soient engagés individuellement et que par exemple les féministes, elles sont engagées dans des collectifs. D'ailleurs, juridiquement, elles sont dans des associations et des collectifs. Ça a aussi une existence juridique, les collectifs dans lesquels elles se sont investies. Donc ça, c'était une manière de les différencier de ce point de vue-là. Alors après, j'essaie de me rappeler parce qu'en plus, comment j'ai fait? C'est surtout ça. Après, et je me suis dit aussi que c'est pas parce que en fait ces pères dans leur manière de s'engager, un moment participent
directement ou indirectement à une lutte pour l'égalité femmes-hommes. En tout cas, c'est pas de façon continue. Alors que là, les militantes féministes, en fait, c'est via le congé paternité, ils luttent occasionnellement ou ils luttent pour une loi qui contribue à l'égalité femmes-hommes. Mais les militantes féministes, elles sont donc dans des groupes qui sont reconnus juridiquement, en tout cas comme des collectifs et des associations. Et en plus, elles s'engagent dans le long terme dans un continuum pour plein d'autres causes féministes. Enfin, ces associations, elles existent, elles se mobilisent pour les questions du postpartum, pour les questions des retraites, pour l'éducation. Donc voilà, elles sont engagées pour la cause des femmes à travers multiples problématiques, les violences gynécologiques. Voilà. Et j'ai quand même mis engagé, mais du coup, c'est aussi une question parce que c'est une forme. Mais c'est la caractéristique de leur pratique et c'est ça qui désarme un petit peu, c'est que c'est hybride, c'est flou, c'est un peu ça et un peu l'autre. Enfin, on joue sur un peu tous les tableaux, c'est un peu tout terrain. Ça brouille un peu les pistes, mais du coup, ça force à vraiment rentrer dans le détail à chaque fois de leur circulation, de leur trajectoire pour essayer de définir précisément. Voilà. Mais eux se disent engagés aussi. Ah, ça, je l'ai pas dit. Effectivement, c'est un terme qu'ils utilisent. Ils parlent de pères engagés. Je sais et donc il y a aussi une réflexion sur ça, c'est qu'ils refusent l'étiquette militante. Parce qu'ils sont dans une logique problème public, voilà, ils recherchent une forme de consensus pour être audibles auprès des espaces politiques, pour les entreprises. Donc c'est aussi une étiquette qu'ils revendiquent. Merci, Léna. Merci pour la présentation vraiment très intéressante. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas tout à fait suivi parce que c'était très riche. Alors, en fait, toute cette dimension de faire l'économie des textes chez les pairs, donc de rentabiliser un peu ce qu'on écrit sur un blog pour en faire un livre, etc. Ça m'a fait beaucoup penser justement et vous en avez parlé un peu à la fin, aux mamans entrepreneurs blogueuses là, qui prend aussi partie en fait de tous ces engagements et qui je suis pas experte là-dedans, mais j'ai l'impression qu'elles aussi ont des modes d'engagement un peu peut-être parallèles comme les pères, donc pas trop féministes, pas trop militantes parce qu'elles font pas partie forcément d'associations féministes à proprement parler, mais quand même quand il y a des débats publics, on va partager un petit emoji pour l'égalité homme-femme pour la journée du 8 mars, enfin bref, mais tout ça dans un univers plutôt de circulation de contenu capitaliste pour faire vraiment capitaliser en fait finalement sur parce que c'est aussi leur emploi, c'est pour ça qu'ils font qui gagnent un salaire finalement. Donc je me demandais si c'est quoi votre avis là-dessus, c'est plus un commentaire. Bref, ça m'a fait penser à ça. Et mon autre question, c'était que si j'ai bien compris... Léna, excuse-moi si tu peux parler bien fort en fait, parce que si on met l'autre micro, il y avait des interférences tout à l'heure et du coup, les personnes dans la salle entendent mal. Donc, si vous pouvez parler le plus fort possible, ce serait super. Merci beaucoup. OK. Alors, la première question portait beaucoup plus sur donc, les parallèles entre les mamans entrepreneurs qui ne sont pas forcément militantes féministes, mais qui font aussi circuler des discours sur l'égalité homme-femme, sur la parentalité, le congé maternité, mais pas de façon féministe explicitement. Et à des fins donc de capitalisation de contenu. Et sinon, j'ai une deuxième question en fait qui porterait plutôt sur c'est une question de classe sociale. En fait, si j'ai bien compris, toutes les personnes qui ont participé à la recherche étaient issues de la bourgeoisie finalement, parce que à la fois les pères qui avaient fait des études en économie et les mères féministes engagées qui avaient étudié en sciences humaines. Mais quand on parle de la question du congé de maternité, on parle aussi de réduction d'inégalités sociales, notamment pour les personnes avec un plus bas salaire. Est-ce que même si ces personnes-là ne semblaient pas engagées dans ce dialogue, est-ce qu'on en a parlé des questions de classe? Est-ce que c'était resté vraiment un sujet abordé pour et
par des femmes, mais des femmes en fait privilégiées finalement, qui pouvaient. Je m'explique un peu parce que je ne sais pas comment ça marche en France, mais au Québec, le congé de maternité, donc l'argent que tu reçois, c'est calculé sur ton revenu de l'année dernière. Donc, par exemple, ici, l'avantage qu'on a, c'est que si le conjoint fait plus d'argent, il prend de congé, il a plus de revenus en fait que la femme. Mais bref, je ne sais pas comment ça marche chez vous, mais est-ce qu'il y avait des questions de classe qui étaient abordées au sein de discours ou qui ont été étudiés dans votre étude? Merci beaucoup. Alors pour la première question, mais tout à fait, hein, on est sur des féminismes, si on dit féminisme pour les mompreneuses, plus institutionnels. Et d'ailleurs, souvent, elles se mobilisent sur les causes maintenant qui sont vraiment, quand on parle de l'égalité femmes-hommes, l'égalité salariale, l'égalité économique, qui d'ailleurs, en fait, c'est souvent rejoint des modèles assez virils. C'est la réussite dans l'espace professionnel, c'est la carrière, c'est les sujets les plus audibles et les plus consensuels. Et d'ailleurs, du coup, elle se positionne plutôt sur ces sujets-là. Après, c'est vrai que structurellement, du coup, ce qui les pousse à être, entre guillemets, mompreneuses, c'est pas du tout la même trajectoire que les pères. C'est-à-dire que c'est souvent des femmes, en fait, qui ont voulu faire tenir un peu toutes les injonctions. C'est-à-dire, elles veulent pas dire qu'elles sont mères au foyer. En même temps, elles veulent s'investir à la maison. Et visiblement, les études de Julie Landour montraient que finalement, c'était plutôt une parade sociale de dire qu'elles étaient entrepreneurs, mais c'était au final, en fait, elles arrivaient à accorder beaucoup moins de temps à leur statut professionnel, mais c'était une façon aussi de dire qu'elles n'étaient pas mères au foyer. Donc, c'est quand même pas exactement la même dynamique de capitalisation, entre guillemets, des pères, puisque on n'est pas sur les mêmes contraintes structurelles. Et d'ailleurs, ils sont pas contraints de la même façon. Donc, voilà, c'est un petit peu différent, mais on est effectivement sur les mêmes types de profils. Sociaux, en tout cas, ces mères mompreneuses qui ont fait aussi des études de commerce ou qui ont des fibres entrepreneuriales dans la famille, etc. Mais c'est quand même pas exactement les mêmes enjeux de genre, notamment. Mais en tout cas, dans les... Oui, non. Donc, et on est effectivement sur les féminismes consensuels, les discours, c'est un petit peu l'égalité sous condition de Réjeanne Sénac. C'est vraiment, OK, les discours sur l'égalité peuvent circuler à condition que ça remette pas en cause les modèles des entreprises, les modèles économiques, mais au contraire. D'ailleurs, les pères, il y a tout un discours sur le fait que les tâches, les capacités parentales sont des soft skills pour le monde professionnel. En fait, un parent devient un parent un professionnel plus performant. Donc finalement, les pères, en plus, ils sont gagnants dans tous les cas. C'est-à-dire qu'en plus, il y a le discours de vous serez un père investi, mais du coup, vous serez un meilleur professionnel. Donc il n'y a jamais, en tout cas, on n'envisage jamais le fait de perdre des privilèges à aucun endroit. Au contraire, c'est de faire tenir un peu tous les aspects en même temps, quoi. Et alors, les questions de classe, si, alors elles sont pas du tout, elles sont très conscientes de ça. D'ailleurs, on est vraiment dans des féminismes de la troisième vague où les questions intersectionnelles, elles sont très présentes. Alors après, il y a les discours, il y a les envies, il y a les objectifs, et puis il y a la représentativité sociale des groupes. Mais par exemple, alors là c'est plutôt pour les hommes, mais s'ils ont lutté sur le caractère obligatoire, c'était justement pour lutter contre la précarité de certaines situations des pères, notamment les pères qui sont en CDD ou les pères, notamment effectivement les pères en CDD. Rendre obligatoire, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas que les pères en CDI cadres qui puissent avoir accès à l'allongement du congé paternité. Donc, du point de vue des classes sociales, c'est un sujet. Après, si on regarde le paysage des luttes féministes autour de la parentalité en France, des mouvements plus intersectionnels, en tout cas plus à la marge, qui se mobilisent sur le féminisme et le genre, par exemple Front de Mer, le sujet du congé paternité, c'est pas un sujet de mobilisation. Donc, je pense que c'est quand même un sujet qui préoccupe davantage les classes favorisées. Mais en tout cas, elles en ont conscience. Il y a eu des réflexions de ce point de vue-là. Et peut-être que ça se voit plus sur d'autres sujets de mobilisation dans lesquels elles se sont mobilisées. Mais bon, reste, voilà.
Du point de vue des personnes qui composent ces collectifs, ça reste... Donc, elles ont des préoccupations communes quand même, liées à leur situation de vie quotidienne, quoi. Merci Laurent. On a une question de Sophie. Sophie, je ne sais pas si vous avez une caméra, si jamais on peut vous voir, ce Oui, serait chouette. bonjour. Pardon, j'ai essayé de la lancer, mais je ne sais pas, ça ne veut pas. Merci pour cette présentation, c'était super intéressant. J'avais une question par rapport à votre corpus média, parce que vous disiez que vous vouliez voir ce qui accède à l'espace médiatique dans les mobilisations. Et je voulais savoir justement, enfin, si vous pouviez résumer très, très, très rapidement, vous l'aviez fait en une phrase, ce que vous avez trouvé et aussi comment vous interprétez ces résultats-là de ce qui passait finalement dans les médias, donc la presse nationale et féminine. Du coup, globalement, quand même, ce qui a pris le dessus en termes de récit, c'est vraiment le récit des nouveaux pères. Enfin, alors en plus, c'est un récit médiatique en réalité qui existe déjà depuis plus de 50 ans. Enfin, c'est comme un refrain à chaque fois, comme une solution apportée au problème des inégalités. Donc en fait, ce qui était d'autant plus intéressant, c'était de voir ce qui y accède, mais aussi de comprendre pourquoi, enfin, de comprendre les absences et ce qui sous-tend les absences. Enfin, je m'explique parce que par exemple, en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur le papier, les militantes féministes, elles ont même davantage les capitaux pour pénétrer les espaces médiatiques que les pères. Parce que les militantes féministes, il y en a plein qui sont issues du monde de l'édition et des médias. Donc elles connaissent les médias, elles auraient pu parvenir en tout cas à être davantage visibles au sein des médias. Donc je pense qu'il y a d'une part l'audibilité du sujet, c'est quand même plus sympa de parler de récits positifs de pères, donc souvent ils sont un peu réifiés en héros, et puis du coup c'est des récits positifs de la parentalité, c'est agréable de s'impliquer, c'est important de s'impliquer, c'est bien, enfin c'est des récits assez iréniques et un peu stéréotypés, et à côté de récits de dépression, on parle de difficultés au quotidien et on dit que l'égalité elle avance pas. Voilà, c'est moins médiatique. Mais pourtant, du point de vue des ressources qu'ont les espaces féministes, eh ben, elles auraient pu, en tout cas de ce point de vue-là. Donc c'est toujours intéressant de voir que c'est pas qu'une histoire de ressources. Visiblement, c'est une histoire aussi de récits qui passe plus ou moins bien. Et il y a un autre aspect aussi, c'est ce que je vous disais, c'est que les militantes féministes, elles ont investi moins d'énergie et moins pour pénétrer les espaces médiatiques. Moi, quand je faisais l'enquête, c'était pas leur sujet de préoccupation premier. Alors qu'au sein des pairs, les entretiens, c'était dès le départ. Pourquoi vous êtes engagé? Oui, il y a un média qui est venu me voir. Enfin, c'était central, ça les préoccupait au quotidien. Donc, ce qui était intéressant de voir aussi, c'était de comprendre les disparitions et pas à sens unique, c'est-à-dire pas seulement les médias invisibilisent et puis en fait, les personnes qui sont invisibilisées, elles le sont de façon unilatérale ou passive, mais peut-être qu'aussi, c'est pas forcément, elles se détournent aussi peut-être de ces espaces d'une certaine manière où les médias n'intègrent pas forcément les stratégies de mobilisation, en tout cas pas mécaniquement. Mais en tout cas, voilà, le récit, c'est le récit des nouveaux pères impliqués, d'ailleurs, qui nie le fait que les études montrent que non, en fait, dans les pratiques, en tout cas, on n'y est pas. Mais dans le récit, on essaie de le faire exister. Voilà, avec des pères et des récits plutôt positifs de la parentalité. C'est bien, c'est important de s'impliquer et Enfin, bref, il y a vraiment des récits. Oh, j'ai changé 50 couches, c'est génial. Si j'avais su, je l'aurais fait avant. Enfin, donc, on euphémise les inégalités, on euphémise les problèmes qui recouvrent aussi les pratiques de la parentalité. Et les pères occupent tout l'espace. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Il y en a une sur place. Alors venez ici pour qu'on vous entende bien. Question sur place. Du coup, ta présentation m'a particulièrement intéressée parce que j'ai mené devant l'écran. Ouais. En plus, on regarde là, mais... Vous pouvez être là. Ah oui. Oui, j'ai mené une enquête en master sur les pères Instagrammeurs. Ah. Donc, ça m'a particulièrement parlé. J'ai pu réaliser des entretiens avec des pères et voilà. Donc, ces questions m'intéressent particulièrement et je commence ma thèse sur la dépression postpartum.
Donc voilà, c'était plein, plein dans le mille. Et je me demandais si tu avais pu croiser le hashtag mon postpartum, lancé par Ilana Westphal. Weizmann, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Bah alors du coup c'est drôle parce que ma trajectoire elle vient de là, c'est-à-dire que moi en fait j'ai commencé par faire un master en alternance sur les Instadads entre guillemets. Et après j'ai travaillé sur la question du congé paternité. Finalement les pères qui sont investis dans ce sujet-là, bah c'est des profils aussi de pères sur Instagram. Enfin maintenant ils font du placement de produits. Enfin vraiment ils Je font. les reconnais. Oui, c'est parce que j'ai évité le filtre de celui-là. Et donc, il y a un peu une trajectoire similaire à la tienne. Et bien oui, en fait, le hashtag mon postpartum, donc qui a été créé par Ilana Weizmann, Morgane Koresh et Macha Sacré, il a été créé en 2020. Et en fait, ces femmes-là, ça a permis de visibiliser la période du postpartum et notamment on a une nouvelle imagerie aussi des corps qu'on avait rarement vus. Enfin, c'est vraiment des périodes, je pense, il y a la ménopause et il y a le postpartum. C'est vraiment des périodes d'invisibilisation sociale des femmes, quoi. Comme elles peuvent plus ni se reproduire, elles sont plus fertiles et en plus plus disponibles à l'activité sexuelle. Enfin, socialement, elles sont sur un cran d'inutilité, quoi. Avec des guillemets bien évidemment. Et en fait, ces femmes-là qui ont créé le hashtag, elles se sont investies dans l'allongement du congé paternité. Elles ont rejoint le PAF et Parents Féministes. Elles se sont, donc il y a eu aussi un engagement au départ en ligne qui s'est aussi réalisé concrètement au sein des associations et des collectifs. Donc elles ont articulé les deux. Mais ce qui est intéressant au niveau médiatique, c'est que la question de la dépression postpartum, elle était invisibilisée quand elle était associée à l'allongement du congé paternité. Donc quand il s'agissait en fait de souligner des rapports de responsabilité entre les membres de la famille. En revanche, ça a réussi à exister médiatiquement en tant que problème public tout seul. Enfin, ça a été assez médiatisé ce hashtag-là. Mais de façon parallèle, alors que dans l'espace militant, les liens étaient faits. Mais médiatiquement, ça a vraiment émergé de façon séparée. Et je pense que c'est parce que ça a aussi repris toute une grammaire que les médias reconnaissent très bien, c'est-à-dire un hashtag qui est lancé dans l'espace public, ça libère la parole. Et finalement, on parle plus de cette question de la parole, plus que du sujet. Enfin, il y a une événementialisation de la parole. Et on oublie presque le sujet, en fait. Je trouve qu'on a moins parlé du postpartum que le fait qu'il y a des femmes qui libèrent la parole sur les réseaux sociaux. Et donc, on parlait de dévoilement, de casser les mythes. Enfin. Donc, on a des trajectoires très similaires. Voilà. Comment tu as recruté tu l'as peut-être dit, Laura, tes enquêtés, tu les as recrutés exactement de quelle manière? Je sais pas, est-ce que vous avez entendu ma question? Je demandais comment les enquêtés oui. ont été. Oui, on entend bien. Oui. Alors, comment j'ai recruté les enquêtés? Alors, les militantes féministes, il faut que... Les pairs, ça s'est fait de façon assez contingente, finalement. À ce moment-là, j'étais au CELSA et il y a un collègue qui m'a dit qu'il connaissait un père qui avait créé un média donc, qui s'appelait Le Paternel. Qui parlait de son congé paternité et du coup je l'ai contacté et en fait c'est des réseaux de sociabilité hein, donc on en contacte un, il nous propose de contacter un autre et en fait ils se connaissent et l'association féministe, alors ça découle de mon premier master recherche, du coup je m'étais focalisée sur Cosette et donc l'ancienne rédactrice en chef de Cosette c'était Iris Derieux et Iris Derieux donc ça, c'était pendant mon mémoire mon premier mémoire. Et quand j'ai commencé ma thèse, il se passait rien médiatiquement, justement. Et donc, je me suis dit, bon, bah, du coup, visiblement, il se passe rien. Et donc, j'ai repris contact individuellement. Donc, c'est vraiment une pensée par trajectoire avec Iris Derieux. Et à ce moment-là, elle m'a dit, je me suis fait virer de chez Cosette. Et du coup, j'ai décidé de m'intégrer dans un collectif militant pour l'allongement du congé paternité. Donc, elle est passée, en fait, d'un engagement médiatique à un engagement militant. Et donc, via Iris Derieux, j'ai intégré ces collectifs, mais dont j'ai pu suivre la formation très tôt. Mais c'était pas visible parce qu'il ne communiquait pas encore sur le collectif et il n'était pas visible dans l'espace public. Et pareil, après, via les réseaux de sociabilité, j'ai suivi la formation des collectifs. Il y a Léna, il y a une question, Léna. Pas vraiment une question. Je me demandais juste pour respecter aussi le temps pour la deuxième intervenante, il y a peut-être, je proposerais de faire bientôt une pause si jamais il n'y a plus de questions dans la salle.
Ah, donc, c'était pas une question, en fait. C'était une... Non, c'était pas une question. D'accord. Donc, on fait une pause. On se retrouve à 45. Est-ce que ça vous va à Montréal? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Alors, à tout de suite.